Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo news en ce dimanche de début octobre. Aujourd'hui pas mal de news, la vidéo sera sûrement coupée en deux pour qu'effectivement par rapport à la semaine dernière ça ne dure pas 35 minutes, mais en gros fait un maximum 20 minutes et faire une autre vidéo le lundi ou mardi de 20 minutes, comme ça vous aurez tout. Première chose, il y a pas mal de news et des news assez intéressantes en plus de ça. Et ensuite, sachez que jeudi, vous aurez le test des Penon 10e anniversaire. Pour ceux qui sont assez intrigués, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Et ce sera vraiment très intéressant. On commence tout de suite, et comme vous pouvez le voir, avec le nouveau Yamaha HA-L7A, qui est un amplificateur casque de très haute qualité, en tout cas assez cher, et c'est le premier, notamment dédié pour les casques, et on va le voir pour diverses choses, notamment au niveau de la connectique. Donc ici, voilà, non, Yamaha, c'est une marque qui est quand même assez connue au Japon, qui propose déjà beaucoup d'amplificateurs, mais ici, on avait généralement plus des amplificateurs pour le côté maison, le côté haut-parleur, etc. Donc ici, on a un convertisseur NA en référence pour le HAS7A. Bah voilà, vous m'avez compris, je l'ai dit en début. Donc il y a trois sorties en façade, puisqu'on a du 4.4, du 6.35 et surtout du XLR. Donc ça, c'est en façade, ce qui montre d'un côté que c'est fait pour le côté casque. En plus de ça, on va voir le champ pour le côté largeur de scène qu'on peut gérer et le volume. On a un petit écran OLED qui permet de gérer pas mal de petites choses, notamment sur quelle fréquence d'échantillonnage on est. On a donc le volume, le champ sonore, comme j'ai dit juste à l'instant, et c'est très facile à utiliser. Le fait que ce soit par-dessus, c'est assez étonnant, mais comme c'est sur une prise câble, je pense que c'est pensé pour le bureau, ce qui fait que c'est facilement accessible. Il n'y a pas besoin d'être dans un salon, donc pas besoin de le mettre en façade, ce qui est aussi intéressant. On a donc des Muse 723-23, pour ceux qui connaissent en termes pour la gestion du volume, par des pas de 0,25 décibels, donc c'est vraiment très précis. Alors je ne sais pas s'il y a plus précis ou moins précis, mais c'est dans tous les cas très précis. Donc le constructeur équipé, unité structure robuste qui associe le concept original des pièces de grande rigidité pour éviter tous les problèmes de vibration. Un panneau en aluminium pour toute la surface autour. On peut voir d'ailleurs ici, parce que je connais pas assez sur cette partie-là ce que c'est. Donc voilà, il y a du panneau partout. Donc sur 5 pieds métalliques avec des vibrations. Oui, donc on a au niveau des vibrations, tout est supprimé. Concession à faible bruit qui isole les trois cartes du circuit imprimé. La carte principale gère les signaux infimes, la carte de l'amplificateur et l'amplificateur, ainsi que la carte d'alimentation du système. Yamaha a optimisé sa technologie brevetée d'amplificateur de puissance symétrique flottant, alors ça part sur des trucs, pour cet amplificateur de casque, 4 ensembles de circuits d'amplification de puissance sur les côtés, plus ou moins sur les canaux gauche et droit, du niveau de sortie sont flottants par rapport à la Terre. Donc en gros, c'est pas... voilà, tout est fait pour avoir un minimum de bruit, un minimum d'interférence, et d'avoir un maximum de qualité. Donc un fonctionnement du trajet du ciel parfaitement symétrique au niveau de la sortie. Au niveau de l'amplificateur, ils ont adopté le ES9038 Pro 2SS Technology. On a un oscillateur à quartz avec un bruit de phase ultra faible pour atteindre une conversion d'air extrêmement précise. Donc il est à 8 canaux, et logé à l'intérieur de la puce qui applique une conversion à 4 canaux sur les côtés gauche et côté droit. On a aussi donc deux paires de sorties analogiques, on a de l'analogique, on a du coaxial, de l'optique, de l'USB pour connecter bien évidemment à un PC au besoin, un préamplificateur, enfin amplification, préamplification. Ici on peut le mettre à jour en clé USB, donc c'est surtout je pense pour la partie réparation, et on a encore du XLR au dos avec du coaxial. On est assez complet de ce point de vue là. Bien évidemment, ça peut aller très haut, DSD, 384 kHz, etc., etc. Donc on a 2 fois 1000 watts sous 32 ohms pour les 3 sorties, réponse en fréquence de 4 Hz à 80 kHz, à moins 3 décibels, rapport signal bruit de 120 décibels, ce qui est énorme et beaucoup trop, mais bon, c'est logique.
Taux de distorsion à 0,003 à 1 kHz pour 300 ohms sous 32, enfin 300 milliwatts sous 32 ohms. Et casque recommandé 32 à 600 ohms. Ce qui est dommage, c'est que c'est fait pour les casques, mais il aurait été bien de prévoir plus bas. Alors en général, ça peut le gérer, mais en dessous de 32 ohms, ça peut être mal géré par certains casques. Alors pour ceux qui pourront le tester, qui ont une très très faible sensibilité à 8, 10 ohms, 16 ohms, normalement ça passe. J'ai déjà testé sur d'autres amplis qui étaient annoncés comme ça, mais il est possible que certains, il y ait des soucis, notamment pour du BA basse, de l'armature équilibrée basse, où il y ait trop de pression et du coup ça casse la basse. Ce qui arrive notamment sur le Zishan DSD, bon c'est un tout petit truc, hein, mais qui du coup n'alimente pas correctement et il y a une surpression dans les armatures basses et ce qui fait que la basse s'éclate complètement. On est bien évidemment sur du haut de gamme avec Yamaha, puisqu'on est à 3900 €, ce qui est quand même une belle somme, donc pour les plus audiophiles d'entre vous. On va rester dans le domaine de l'amplification avec le X-Duo XD05 Plus 2. Donc ici on est sur un amplificateur portable à 255 € chez Ifigo, vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à prendre dessus, ça fait toujours plaisir pour le porte-monnaie. Ici, on est sur du AK4493 SEQ DAC, donc de chez AKM, avec donc ici, donc on a le côté classique DSD 384, du MQA aussi, même si ça ne sert strictement à rien, une gestion du bruit voilà, et de la distorsion. On a de l'égalisation, un contrôle digital du volume, on peut switcher, on peut swapper les amplificateurs, donc ça c'est une bonne chose. On a 1200 milliwatts de sortie. On a aussi les codecs UAC 1.0 et 2.0 de chez EV Music qui sont retenus. Du Bluetooth 5.1. Il aurait été bien d'avoir plus récent, mais ça n'a pas un problème pour la musique, hein. Le 5.3 apporte surtout de la stabilité, donc c'est surtout là où on pourrait avoir des problèmes, mais s'ils ont utilisé une bonne puce, il n'y a pas de souci. On a plusieurs sorties audio, puisqu'on a de l'USB, de l'optique et coaxial, et du Bluetooth. Et ça m'intéresse beaucoup. Puisque l'idée derrière le Bluetooth, c'est-à-dire qu'on va avoir un ampli qui est quand même assez imposant à mettre dans la poche, mais ce qui est bien, c'est que c'est Bluetooth, donc au moins on peut le connecter avec son téléphone, tout simplement. On met ça, on branche ça, et ce qui fait que le téléphone reste quand même sans fil. Et c'est ça que j'adore avec ce type de produit. En USB, on a jusqu'à 9 heures en entrée. Alors, par contre, c'est-à-dire que si on connecte en SPDIF, donc en USB, on va être à 15 heures et 18 heures en Bluetooth. Donc, ce qui fait que par contre, même s'il est connecté à un PC, il ne va être que sur le côté data, il ne va pas recharger. Alors là, donc là, ça parle de plein de trucs. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Les 1200, après, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, le rapport signal bruit, donc 121 décibels, et au niveau du THD, donc du bruit ou de... Bref, 0,0015% pour ceux qui voient de quoi je vous parle. Et sinon, tant pis, en gros, c'est que c'est très faible, donc normalement, il y a très peu de bruit, très peu de distorsion, c'est extrêmement bien géré. Au niveau des codecs du Bluetooth, on a du LDAC, du aptX et les codecs classiques, donc ce qui fait qu'il y a AAC et SBC bien évidemment. On peut le connecter sur tout, PC, laptop, smartphone, tablette, etc. Connexion UAC, alors UAC 1 et 2.0, c'est pourquoi? Je ne saurais pas du coup. Et on peut l'utiliser pour les joueurs gaming, pour le côté USB. Donc pourquoi pas, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence en USB, ce qui est une excellente chose aussi. Et donc en plus de ça, donc on a vu pour l'autonomie. On n'aura pas plus, on va voir un petit peu le produit. Donc là, on a une entrée ici. Alors, c'est une entrée combien? C'est pas marqué, je l'ai pas dit. Ça n'a pas été marqué quel type d'entrée il y avait, par contre. On va voir avec tout ce qu'il y a. Donc normalement, ça a du 3.5 mm. On peut voir le power, damping et turbo. Donc on peut mettre plus ou moins de puissance si on veut. Voilà ici. Là, on va voir la gestion du volume et play-pause. Ah non. Alors, on a 3 boutons, ça doit être... Je sais pas du tout. On n'a pas tout, donc voilà. Par contre, ce qui fait que l'intérêt, on a l'entrée coaxiale, l'entrée, donc si on veut on s'en servir comme ampli, après un préampli on peut. Et on a d'un côté la charge et de l'autre l'USB, donc ce qui fait que la batterie USB, on peut le charger en même temps si besoin. Donc c'est assez intéressant. Après, on n'a pas toutes les informations. Ça a l'air assez sympathique. En général, si vous cherchez justement quelque chose de portable
en Bluetooth qui peut s'emmener partout. 250 euros, ça reste une somme. On a plus compact, par exemple chez Shuling avec le Pi 5 ou le FiO BTR 7, mais qui sont plus compacts et moins puissants. Ici, on est sur la taille en gros d'un smartphone. Hein. Globalement, c'est à peu près ça, ou peut-être même un peu plus épais, puisqu'on est sur du 13 cm sur 7,5, donc c'est à peu près un smartphone ou un petit smartphone, et 2 cm d'épaisseur. Donc c'est quand même assez épais, et en plus de ça, au niveau du poids, on est sur du 300 grammes. Donc ça se sentira, mais très pratique pour tout ce qui est le côté portable, donc transportable on va dire, et permettre d'avoir la meilleure qualité d'amplification possible dans la poche. Du côté de chez Geekworld, j'avais testé il y a pas mal de temps de ça les GK je sais plus quoi, il y a très longtemps de ça, qui étaient assez mauvais. Il reste aujourd'hui dans ce type de configuration avec 3 armatures équilibrées, 2 drivers dynamiques et 2 drivers piezo électriques. On peut voir qu'il est moins de 100 € et qu'il est plutôt joli. Au niveau de packaging, c'est plutôt correct, du classique mais efficace. Après, Geekworld semble avoir plutôt une bonne réputation à l'heure actuelle, mais moi je les avais trouvés très mauvais de ce point de vue-là. Donc avec raison composite, 2 armatures équilibrées pour les hautes fréquences, pour la partie full frequency BA. Donc là on a les 3 armatures équilibrées. On a pour les très hautes fréquences les 2 unités de 8 mm en piezoélectrique céramique. Donc c'est quelque chose d'assez classique actuellement dans les drivers piezo. Et on a un dual driver 8 mm, donc un composite titanium diaphragme qui est apparemment un très bon matériau pour le côté basse. On a 3 canaux et 4 un diviseur de fréquence par 4. Voilà, donc là après c'est breveté, de la résine 3D, une un très bon câble, et confortable à porter, un minimum s'il vous plaît. Donc là on voit le double driver dynamique qui est mis l'un à la suite de l'autre pour amplifier la puissance de la basse, amplifier son amplitude justement. On peut voir un petit peu comment tout ça est rangé. Le piezoélectrique lui est mis par-dessus le driver dynamique et on peut voir les 2 drivers, donc ici le double pour les hautes fréquences et le simple pour les médiums. On va voir ici quelque chose qui est normalement, donc là on est sur du RAW, ça a l'air d'être relativement basseux, avec un pic classique de 10 kHz, un autre pic un petit peu après, rien d'incroyable en soi, après à vérifier, mais ça a l'air tout à fait correct, hein. Il faut se dire qu'après ça fait comme un rond, donc il faut juste se dire que voilà, on voit ici que ça dépasse normalement, à voir bien évidemment dans la réalité. Voilà, c'est imprimé en 3D, donc le cap qui est donné c'est du 4.4, donc ça veut dire qu'en gros, sous-entendu, il faut une bonne amplification pour en profiter. Bien évidemment, c'est du 2 pins, donc ça change très facilement. 2 types d'embouts, alors après sleeve 1, pair each pair. Ok. Quelle est la différence entre les deux embouts? On ne sait pas, il y en a un qui peut être plus basseux. Si vous avez des embouts qui sont plus larges à l'extérieur, ça montre que ça veut faire passer plus d'aigus. S'il est très fermé, ça fera passer plus de basses. 20 Hz à 40 kHz. Voilà, donc là on est sur du 2 pins 0,78. Impédance diohme, tiens on en parlait juste avant. Sensibilité 105 décibels. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors attention après au niveau, justement on en parlera dans les pénotes parce que c'est un souci que je vais relever. On est sur 3 types de technologies dont le piezo, ça peut avoir des conséquences très différentes selon les sources, donc faites très attention. Et n'hésitez pas tout d'abord à regarder les retours, notamment sur Edfi, le forum, faites traduire si vous n'êtes pas bon en anglais, pour voir un petit peu tout ça. On va parler un peu de KZ. KZ, bon, c'est toujours KZ. Alors KZ, comme vous le savez, aujourd'hui, moi, je les boycotte en termes de tests parce que leur donner de la visibilité, comme je suis en train de faire là, n'est pas une bonne chose. C'est une marque qui est en train de se casser la gueule, qui fait un marketing absolument à chier et qui appâte les noobs, hein, tout simplement, ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, en disant, regardez, donc, quel va être le prix de ces KZ ZAT? Bah en tout cas, au niveau de la signature, ça correspond à des intras 1700 $. Voilà. L'abus. Alors non, hein, ça vaudra jamais une comparaison avec des intras 1700 $. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'en gros, KZ est entre 5 et une centaine d'euros à peu près. Et sur les centaines d'euros, en général, ils se cassent la gueule parce que c'est juste mettre toujours plus de drivers sans du travail derrière. Et en général, c'est moyen.
Donc en fait, ce qui est dit ici, on va le voir un petit peu, donc c'est que cette signature-là correspond à la même signature que le Ado. Alors je ne sais pas quelle est la marque qui est indiquée ici, avec D-Driver. Et en plus de ça, ces intras doivent utiliser des systèmes de filtre par ce système-là qui se met au niveau de l'embout, et donc c'est là où on va mettre nos embouts. Hein. Donc c'est un filtre qui va gérer notamment les aigus et les médiums, qui va plus ou moins les couper, en ayant un filtre plus ou moins dense. Et eux utilisent un filtre électronique, donc avec des switches, où on peut changer en fait un petit peu au niveau des drivers leur sensibilité. Et en gros, il est dit, bah c'est vachement plus facile, c'est vachement mieux, et puis on peut travailler sur les basses. Après, effectivement, mais si ta signature de base c'est pourri, et si les drivers c'est pourri, c'est pas mieux. Donc voilà ce que sont les KZZAT. Donc là pour l'instant c'est juste de l'annonce. Il faudra compter à peu près entre, je dirais ici, 60 et 80 euros une fois sorti, une fois les premiers jours passés, parce que sinon en général ils vendent 100 euros. Et donc ici on va regarder, on est sur un driver 10 mm, tout ce qu'il y a de plus classique, et en gros, bon ils disent ouais on a des super drivers, c'est toujours les mêmes. C'est le 29 689, le 31 736 et le 319 en termes d'armature équilibrée, qui va gérer entre autres les médiums, les hautes fréquences et très hautes fréquences. Et ben on les voit depuis des années. Donc c'est rien de nouveau, c'est juste que KZ se recycle constamment. On a des switches donc sur 4 parties qui va permettre de gérer les 4 fréquences, les basses, les médiums, les hautes fréquences et les très hautes fréquences. Donc voilà, donc là c'est ce qu'ils disent, l'eau. Alors, ah non, c'est deux pour les basses, un pour les médiums et un pour les hautes fréquences. Donc on a 4 switches, mais on a que 4 propositions de réglage. Tu peux pas mettre les... On est sur du 4x4, 12. On a 12 réglages. Pourquoi tu t'en mets 4, sachant que tu as 4 switches? Donc déjà, voilà, c'est le genre de truc un peu débile. Ensuite, donc là, ça montre que, voilà, high price, high sound quality. Donc en gros, voilà, ouais, nous on casse tout parce qu'en fait, en gros, les autres, ils sont méchants et puis il vous faut payer cher. C'est de la merde. Je vous le dis, c'est simple, c'est de la merde. Quand on paye aussi les matériaux. Alors certes, il y a de la recherche, etc. Mais KZ ne fait aucune recherche. Ils mettent les drivers à la suite les uns au-dessus des autres. Ils recyclent, ils ont toujours la même signature, mais ils mettent des petits trucs en plus pour être un petit peu dans la mode du moment. Et donc ça, on vient d'en parler. Et ici, bon, le corps, c'est toujours le même, ça change pas, donc la haute précision. Alors maintenant, on a quand même des canaux. Hein, avant, on n'avait pas tout ça, donc là, ça s'améliore. Donc c'est le système pour diffuser le son le plus précisément possible, avec donc trois canaux. Hein, ici, donc basse, médium, haute fréquence. Et bon, pour l'instant, on n'a pas le prix, mais bon, ce sera pas un énorme prix. On est sur encore tout ce qu'il y a de plus classique, des embouts tout ce qu'il y a de plus classique, une finition tout ce qu'il y a de plus classique, parce que là, forcément, ça fait joli ici, mais en gros, ça va être assez grossier dans la réalité. Comme d'habitude. Donc ça ne changera rien, ce sont les mêmes corps que d'habitude, c'est du 2 pins comme d'habitude, et c'est les mêmes drivers que d'habitude. On passe à la suite. Et d'ailleurs, justement, vous aurez une nouvelle vidéo, du coup, à part, pour parler des sujets un peu plus importants. On aura 3 autres news dedans, et on se verra sur les prochains jours. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, c'est toujours très utile. J'espère que vous aimez bien ces news. Moi, je m'amuse à les faire, j'espère que ça vous amuse aussi.